Bien. Je m'appelle Victor Lebro. Vous me connaissez, c'est pour certains titres ou fonctions que j'exerce, mais ce soir c'est un tout autre habit que j'endosse, celui du juge de ce procès historique qui s'ouvre ce soir au Palais des Papes. Le procès du modèle biopsychosocial. C'est un format un peu original que nous vous proposons, puisque on souhaite qu'il allie la rigueur scientifique d'une présentation de congrès, bien que ça dépendra des gens qui se présenteront à vous par la suite, et donc le format un peu original, divertissant et stimulant de la joute oratoire et sous la forme du procès. J'envoie tous mes remerciements à la Fédération française de débat et d'éloquence, FFDE, qui est une association d'élèves avocats qui s'entraînent à faire des procès de concepts ou de personnes qui ont été en contact, qui nous ont aidés à monter cette présentation. Laissez-moi introduire le thème. Le modèle biopsychosocial, c'est donc en médecine une approche théorique et pratique proposée en 1977 par le psychiatre George Liebman Engel, qui se propose de prendre en compte les facteurs biologiques, certes, mais aussi psychologiques et sociaux dans la pathologie en médecine. Ce modèle, donc, il a remplacé, c'est un changement de paradigme, il a remplacé le modèle antérieur qui était le modèle biomédical, qui se proposait de ne voir la pathologie que par ses causes et ses effets biologiques somatiques, en fait. Ce modèle, vous le savez tous, a connu un immense succès depuis sa proposition en 77, puisque à l'heure actuelle, sans doute que personne dans cette salle n'a jamais entendu parler du modèle biopsychosocial. Aucun étudiant en kinésithérapie ne sort d'une école de kiné sans avoir entendu parler de ce modèle. Mais, comme tout modèle, des questions, des doutes et des critiques peuvent être élevés. Par exemple, les détracteurs de ce modèle soulèvent que parfois il suffit de prononcer biopsychosocial comme un mantra pour se dédouaner de toute réflexion, comme si ça suffisait à prouver que ce que je fais est une bonne pratique. On peut se demander aussi si toutes les situations cliniques voient les trois aspects du modèle vraiment égales ou intéressantes à considérer. Enfin, on peut se demander quelle est notre capacité à détecter, mesurer et changer les aspects psychologiques et sociaux dans ces situations-là. J'aimerais rappeler la phrase, une citation d'un statisticien qui s'appelle George Box, qui a dit « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». La question ce soir, c'est donc pas de savoir si le modèle biopsychosocial est faux. Un modèle, c'est une tentative, une approximation pour modéliser une réalité qui est excessivement complexe. La question est plutôt de savoir si ce modèle est utile et bénéfique pour les patients, ou si à l'inverse, finalement, il fait plus de tort que de mal, par ses dérives, etc. Voilà comment les choses vont se passer pour déterminer cela. 4 témoins vont venir se présenter à la barre. Ils viendront témoigner de leur point de vue de témoin, de certains aspects du modèle. Après quoi, 2 avocats viendront présenter leur plaidoirie. Le procureur d'abord pour attaquer le modèle, et ensuite l'avocat de la défense pour défendre le modèle. À la fin, un jury constitué de 5 personnes devra se retirer et auront 5 à 10 minutes pour proposer leur verdict et potentiellement y assortir une peine à appliquer. Il se trouve que ces jurés ont été tirés au sort de façon aléatoire dans cette noble assemblée. J'ai pris la liste de tous les participants et j'ai utilisé un logiciel de randomisation. On se refait pas. Je vais donc donner le nom des 5 jurés qui pourront venir s'asseoir juste ici en face des autres parties prenantes de ce procès. Il n'y a pas de coercition. Si jamais vous vous sentez pas du tout de faire ça, évidemment, vous pouvez me faire un signe de la tête et on trouvera quelqu'un d'autre. Juliette Cavalier. Ici, tiens, le deuxième rang, c'est bien. Émilie Delors-Mills.
Olivier Émeraude. Anaël Madec. Et Michel Vandeloise. Où est-il, Michel? Michel n'est pas là? Michel, es-tu là? Eh bien, je passe à la liste des suppléants dans ce cas. Michel, une fois, deux fois, trois fois. Bien. La justice se passera de toi, Michel. Pauline Gagnère. Je vous remercie, mesdames, les jurés. Incroyable. C'est les joies de la... C'est la randomisation, c'est comme ça. N'y voyez pas une préférence personnelle du juge, hein, c'est vraiment la randomisation. Bien. Je vais appeler à la barre notre premier témoin. Alors, c'est un peu spécial. Je vais appeler à la barre le professeur Nicolas Pinceau. Veuillez nous rejoindre, s'il vous plaît, Nicolas. Je rappelle que Nicolas Pinceau est professeur d'université en sciences de la rééducation et réadaptation. Un tel parcours est la preuve de très grande qualité, évidemment, et d'un extrêmement grand sens du sacrifice. Tout le monde sait à quel point le professeur Pinceau est prêt à tout donner pour la recherche de la vérité. Aussi, ce soir, il se prête à un très grand sacrifice. Il a accepté que nous invoquions l'âme du docteur Engel pour posséder son corps et nous faire part. Oui, le fondateur du modèle biopsychosocial, ce soir, va être invoqué et va nous livrer ainsi les raisons qui l'ont poussé à proposer ce modèle et le regard qu'il jette aujourd'hui sur sa création. Je vais procéder à l'invocation du défunt. Je vous prie de garder un extrême silence. C'est un rituel relativement dangereux pour toutes les parties. Professeur, vous êtes prêt, hein? Je vous promets que nous ferons tout notre possible pour limiter les dommages corporels et autres outrages que le défunt pourrait vouloir pratiquer sur votre personne. J'en appelle aux puissances ésotériques de la profession, par l'énergie de la SFP et de son noir président Mathieu Guéman, et par notre sombre patronne Pascal Mathieu et ses armées de fonctionnaires zélés de l'ordre des kinés, qui vampirisent les cotisations. Georges Liebman, je t'invoque, réponds à notre appel. Bien. Mesdames et messieurs les jurys, monsieur le président, je vous remercie infiniment de me permettre de témoigner devant vous ce soir. Je m'appelle Georges Liebman Engel. Je suis psychiatre et on m'a demandé de vous présenter le contexte historique et le contexte de la société au moment où j'ai été amené à construire le modèle biopsychosocial. Donc laissez-moi vous transporter dans les années 50. Dans les années 50, on sort de la guerre et vous n'avez, pour aucun d'entre vous, à voir vos visages, connu cette période. Mais on était dans un système de santé qu'on peut considérer de complètement biomédical. C'est-à-dire que les choses étaient assez simples. On identifiait une maladie. Généralement, cette maladie, on lui trouvait des symptômes. Et puis une fois qu'on avait trouvé les symptômes, ça conduisait assez régulièrement à des décès. Et donc, on a trouvé une solution relativement simple pour soigner les gens, c'était de bien identifier la maladie pour connaître la probabilité qu'ils avaient de mourir et essayer potentiellement de faire quelque chose, mais c'était pas complètement glorieux déjà à cette époque. Donc cet ancrage fortement biomédical a relativement bien marché pendant quelques années,
Mais après la guerre, il se trouve qu'on a fait quelques progrès sur le plan sanitaire, sur le plan social. Et ces progrès ont conduit à quelque chose d'absolument formidable, c'est que les maladies infectieuses, transmissibles, ont commencé à régresser. Et les espérances de vie ont commencé à augmenter. Et on s'est donc retrouvé avec des gens qui ne mouraient plus directement de leur maladie, mais qui devaient vivre avec. Et vivre avec sa maladie, finalement, le modèle biomédical était un petit peu empêché, lui qui avait bien appris à catégoriser, mais pas nécessairement à faire quelque chose derrière. Donc, à l'évidence, il était dépassé pour fournir une compréhension assez complexe et complète de la santé humaine. Et il fallait transformer notre représentation de la maladie à ce moment-là. Et à cette époque, il faut aussi se souvenir que la société vit des transformations radicales. On commence à parler de justice sociale. On commence à parler d'accès inégalitaire aux soins. Donc on a été plusieurs face à ces réalités à essayer de penser un nouveau modèle pour comprendre la santé et pour comprendre les maladies. Alors j'ai une pensée émue pour mon collègue Philip Wood, qui était un rhumatologue gallois, qui a absolument disparu des tablettes. Probablement très peu d'entre vous connaissent mon ami Philip Wood, qui a pourtant été le premier à proposer à l'OMS un modèle en 4 dimensions. Modèle qui a donné dans sa filiation ce que certains d'entre vous, j'ai pu le constater par la suite, même d'outre-tombe, ont appelé la classification du handicap, puis du fonctionnement. Mais initialement, c'est Philip Wood qui avait pensé à faire 4 dimensions pour expliquer la maladie et, plus largement que la maladie, finalement, l'état de santé d'une personne. Et donc Philip Wood nous a dit on va considérer qu'il y a les problématiques physiopathologiques et psychopathologiques. Très bien, ça c'est le rôle du médecin, il les caractérise. Et ces problématiques amènent à ce qu'on a appelé, ce que les Français ont traduit par les déficiences. C'est-à-dire que les problématiques physiopathologiques et psychopathologiques conduisent à des structures et des fonctions qui se retrouvent altérées. Et ces structures et ces fonctions altérées conduisent progressivement à avoir des activités de la vie quotidienne avec un but recherché qui sont elles-mêmes un petit peu limitées. Et donc, c'est ce qu'on a appelé des incapacités à l'époque. Philip Wood les appelait déjà comme ça. Mais ces incapacités, si on ne remet pas l'individu dans ses objectifs de vie profonde et finalement, quel est le sens de sa vie, on a toujours du mal à les comprendre et donc il proposait déjà ce qu'on appelait des désavantages sociaux. Donc le modèle de mon ami Philip Wood préfigurait un petit peu ce que j'allais pouvoir réfléchir, puisque on voit bien que le principe c'est d'avoir un recueil d'informations sur un patient et puis d'essayer de comprendre des interactions de ce patient avec son environnement, proche ou lointain. Alors on peut noter, puisque j'ai constaté qu'il y avait dans le public beaucoup de kinésithérapeutes, que le modèle de Philip Wood faisait la part belle aux rééducateurs, qui avaient à la fois à traiter les déficiences et les incapacités. Présenter ça à l'OMS, il n'est pas très surprenant que son modèle n'ait pas été retenu, qu'il ait disparu et qu'on n'en ait plus jamais entendu parler. Bref, c'est dans ce contexte que mon modèle biopsychosocial a vu le jour, avec une approche qui postule assez simplement que la santé et la maladie ne peuvent être pleinement comprises que si on prend en compte à la fois la dimension biologique, psychologique, sociale, mais surtout les interactions qu'ont ces dimensions les unes avec les autres. Et donc l'idée était initialement d'encourager une prise de conscience, d'abord chez les professionnels de santé qui n'avaient jamais vraiment entendu parler de ce genre de choses. Et puis chez les chercheurs, chez les patients, l'idée était bien d'initier une réflexion. Je crois que mon modèle s'est révélé efficace. Il s'est révélé efficace pour peu qu'on ne le travestisse pas. Et là, Monsieur le Président, j'ai pu constater à mon grand désespoir que mon modèle était quand même plus ou moins consciemment détourné de ses finalités initiales
et utilisés de manière assez inappropriée. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça. Prenons seulement les 3 facteurs, biologique, psychologique et social. Mon modèle postulait que ces 3 facteurs, ces 3 dimensions allaient simultanément permettre le maintien de la santé ou le développement d'une maladie. Et que donc aucune de ces 3 catégories de déterminants ne devait se voir accorder une prépondérance par rapport aux autres. Force est de constater qu'encore à l'heure actuelle, des professionnels de santé ont tendance à avoir une prépondérance manifeste de la dimension biologique par rapport aux autres. Il est certain que les soignants se revendiquent quand même du modèle biopsychosocial. Après tout, on n'a qu'à mettre un petit peu d'empathie dans nos prises en charge. C'est la fameuse humanisation des soins. Au passage, quand on humanise des soins, ça sous-entend que les autres ne le sont pas. À l'inverse, il peut y avoir une prépondérance. Il ne peut pas y avoir une prépondérance a priori, mais ça ne veut pas dire non plus que l'importance relative des différents facteurs ne puisse pas varier en fonction de la situation. Et c'est pourtant ce que veulent nous faire croire certains pseudothérapeutes, englués dans un relativisme à tout crin, qui minimise la plupart du temps le facteur biologique, au profit d'un facteur psychologique, qu'ils mélangent d'ailleurs allègrement avec le facteur psychopathologique, ce qu'il n'est pas et ne devait pas être. Au passage, mesdames les jurés, vous noterez que personne ne s'inquiète trop du social. Donc, toutes ces personnes ne font pas des confusions nécessairement de manière intentionnelle, puisque mon modèle présente des limites, et je le reconnais bien volontiers. Premièrement, ce modèle implique de faire une part belle aux attitudes, aux croyances et aux attentes des patients, sur les évaluations, sur les prises en charge. Et force est de constater qu'on est quand même sur des paramètres subjectifs, parfois différents, parfois difficilement quantifiables, et je pense que ça n'aide pas mon modèle. L'autre point à souligner, c'est que ce modèle, quand il est appliqué correctement, implique une implication active des patients. Et par effet rebond, un effacement et une certaine humilité des soignants. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'humilité ne se décrète pas, mais qu'elle s'apprend peu. Je pense que c'est là aussi un problème qu'il faut souligner sur mon modèle. Et enfin, c'est un modèle dans lequel les causalités simples et linéaires sont remplacées par des interactions qui sont multiples, qui font naître de la complexité et donc nécessairement de l'incertitude. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'aime pas l'incertitude. En conclusion, Monsieur le Président, mon modèle biopsychosocial que j'ai proposé il y a 50 ans répondait très certainement à une époque, à une tentative de transcender le modèle biomédical qui, lui, était suranné et définitivement mis au rebut. Aujourd'hui, il a été partiellement intégré, mais il ne s'est pas vraiment imposé de mon point de vue. Il ne s'est pas vraiment imposé parce qu'il exige de renoncer au mirage de la toute-puissance de la part des soignants. Il exige de repenser notre relation à la maladie et aux patients. Il exige d'acquérir des compétences relationnelles particulières, d'admettre la complexité et l'incertitude inhérente à toute démarche diagnostique et thérapeutique. Mais surtout, Monsieur le Président, il exige pour être mis en œuvre correctement des moyens, notamment des moyens humains et du temps pour les soignants. Finalement, Mesdames les jurés, Monsieur le Président, êtes-vous certain que c'est bien mon modèle biopsychosocial qui est sur le banc des accusés et pas notre modèle de santé à tous ? Merci Dr Engel et merci de libérer le corps de ce cher professeur Pinceau et bon retour dans les limbes.
la route est longue. Je vais demander le deuxième témoin à la barre. Je vous demande d'applaudir Benjamin Lemouton, qui est... Benjamin Lemouton, vous êtes kinésithérapeute, titulaire d'un Master 2 en ingénierie de la santé et d'un Master 1 en psychologie clinique. Monsieur Lemouton, vous êtes invité à la barre pour être le témoin, pour illustrer la partie psychologique du modèle. Merci de respecter les temps. Je vais faire tout mon possible, monsieur le juge. Je n'hésiterai pas à vous interrompre. N'hésitez pas, je sais que vous aimez bien ça en plus. Oui. Donc moi je suis invité à discuter ici parce qu'effectivement avant de commencer mes études de kiné et de devenir kinésithérapeute, j'ai fait un master en psychologie clinique et pathologique. Ça a fait partie des nombreuses errances de mon existence, mais néanmoins j'ai appris pas mal de choses. Et de fait, quand je suis devenu kinésithérapeute en 2011, ça m'a donné, j'ai gardé ce bout de la relation patient-thérapeute et de l'importance que ça pouvait avoir. Donc quand j'ai commencé à bosser, là, je vais commencer par quelques anecdotes qui me semblent assez révélatrices. Quand j'ai commencé à bosser en 2011, de fait, j'ai commencé dans des cabinets vraiment très axés sur la thérapie manuelle. Le corps du patient était envisagé comme le réceptacle passif des soins miraculeux délivrés par nos mains. Et je me souviens d'interactions qui étaient un peu particulières pour moi, qui aimais bien la relation avec les patients. De collègues qui disaient, tiens, à 16h, qu'est-ce que t'as, toi? Moi, j'ai un genou. Ah ouais, moi, j'ai une cheville. Ah ouais, puis après, à 16h30, j'ai des dos. Mais après, j'ai que des dos, ça fait chier, quoi. Donc, en fait, là, on voyait clairement que le patient, il n'y avait pas de patient, pas de patient. Est-ce que ça marche? Ah oui, c'est bon. Il n'y avait pas de patient. Le patient était réduit à une somme d'organes, à un genou, à une cheville, à un ligament, un muscle, qu'on allait pétrir, masser, qu'on allait manipuler, mobiliser. Donc ça me semblait un peu particulier. Après, je me souviens aussi d'une interaction avec une consoeur à Paris qui commençait des remplacements tout comme moi et qui me disait ouais, j'ai bossé dans un cabinet vraiment spécialisé dans la main. J'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est chelou, quoi, parce que les patients sont face à nous et de fait, on leur parle. On leur parle. Donc moi, j'ai attendu un petit peu, j'ai dit ah ouais, c'est chaud quand même, leur parler, interagir avec eux, c'est bizarre quand même. Et ouais, ça me semble assez révélateur quand même d'une période, d'une époque qui est probablement toujours en œuvre dans pas mal de cabinets. Mais bref, voilà, considérer le patient comme un sujet plutôt que comme un objet, c'était pas à l'ordre du jour à ce moment-là. Alors rassurons-nous, en tant que kinésithérapeute, on n'a pas le monopole de la réification des patients, ou pour être moins pédant, on pourrait parler de la chosification des patients. Moi j'avais une patiente là qui a accouché récemment, la primipare, et donc c'était 42 semaines d'aménorrhée, elle 35 heures après 35 heures en salle d'accouchement avec pas mal d'ocytocine, des altérations du rythme de son bébé, qui me raconte qu'au bout de 35 heures, elle a quand même osé demander 35 heures sans dormir, avec la perf, tout ça. Elle a quand même osé demander à l'interne de gynéco, une femme, il n'y a rien de genré là-dedans, qui a quand même osé demander, mais à partir de quand on envisage une césarienne, à partir de quand on abandonne l'idée d'une voix basse. Et là, la gynéco lui a répondu tout de go, non mais madame, on fait pas de césarienne de convenance ici. Hein. En fait, il faut penser au potentiel obstétrical. Alors c'est quoi le potentiel obstétrical? Moi je suis pas formé en gynécologie, mais j'ai compris après qu'en fait on peut pas avoir plus de 3 césariennes en fait. Et donc la gynéco lui disait non mais au cas où vous souhaitez avoir 4, 5, 6 enfants, alors c'est peut-être une gynéco qui était inspirée par Macron et le réarmement démographique, ou 7 enfants, 8 enfants, ou 12 enfants comme les 12 apôtres, c'était peut-être Cato, et non mais de fait, il faut plutôt penser à votre utérus, madame. Donc là, la patiente, clairement, qui n'a pas très très bien vécu son accouchement, il faut le dire, hein, elle en a quand même pas mal parlé en consultation, et c'était plus d'écouter ses doléances, c'était plus considéré comme une personne, mais elle était réduite au statut d'utérus. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que nous on n'est pas novices en la matière, mais les soignants de manière générale, on n'est pas très doués depuis longtemps pour considérer les patients en tant que sujet plutôt que comme objet. Alors ça, c'est quand même un mécanisme de défense, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable de considérer un genou ou une cheville que de considérer un patient qui pourrait être notre égal, qui pourrait être un tiers. Donc ça a notre intérêt aussi pour se protéger. Maintenant, un petit état des lieux.
Là, c'est la partie vraiment où je souhaite vous assommer avec des chiffres. Et donc voilà, il faut savoir que la lombalgie, c'est quand même la première cause de handicap dans le monde. C'est 20% des arrêts de travail en France, c'est 7% des maladies professionnelles, c'est plus d'1 milliard d'euros par an. Les TMS dans le monde, c'est 1,3 milliard de cas en 2017. C'est 138,7 millions d'années vécues avec un handicap. Les cervicalgies, c'est la 9e cause de handicap dans le monde. Aux États-Unis, le coût des cervicalgies et lombalgies additionnées, je crois que c'est 134 millions de dollars. J'arrive pas forcément à voir l'écran, mais je crois que c'est 184 milliards de dollars. Et quand on interroge donc voilà, a priori, les TMS, c'est quand même un problème de société, c'est un problème qui coûte cher aux patients, qui crée beaucoup de souffrance et de handicap. C'est aussi un problème qui coûte cher à la société. Et quand on questionne les patients sur ce qu'ils veulent, en premier lieu sur une consultation avec un profil de santé, c'est quoi ? C'est être pris au sérieux. Donc en fait, il y a d'un côté un problème de santé majeur, une pandémie mondiale, une pandémie durable, parce que déjà en 90, la première cause de handicap, c'était la lombalgie. Et quand on questionne les patients, ils nous renvoient à un dysfonctionnement de la relation avec leur thérapeute, un dysfonctionnement de la relation avec leurs soignants, où ils sont mais pas du tout pris au sérieux. Et ça, c'est quand même pas mal d'études qualitatives où on parle effectivement de cette, du patient qui souhaite qu'on authentifie sa plainte. Donc, le patient, clairement, n'est toujours pas véritablement pris comme un sujet, et on va voir que ça peut avoir un impact sur le traitement de ces troubles musculo-squelettiques. Pourquoi ? Parce que là, quand on regarde une revue systématique des guidelines de bonne qualité qui ont été faites dans le traitement des problèmes de dos, des problèmes cervicaux, des problèmes lombaires, des problèmes de hanches, et c'est quoi le point commun de toutes ces guidelines ? Là, c'est une revue systématique de Lynn, c'est de l'éducation déjà. Donc, donner des informations aux patients, changer éventuellement les croyances du patient. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler à un genou, de modifier les croyances d'un genou. Moi, j'ai jamais réussi. De fait, voilà, un peu plus intéressant de s'intéresser à une personne en elle-même et de lui parler. Le deuxième point commun à toutes ces recommandations, c'est de prescrire de l'activité physique et des exercices physiques. Donc, modifier pareil le comportement d'un genou, c'est compliqué. Et là, il va s'agir pareil de modifier le comportement des patients. Donc, on va être obligé un peu de leur parler à ces patients. On va être obligé d'interagir avec eux et de les prendre en compte en tant que personnes. Ce qui est reflété par l'autre point commun à toutes ces recommandations, c'est le fait de donner un soin patient-centré. C'est quoi un soin patient-centré ? C'est prendre en compte les attentes du patient, ses valeurs, faire de l'écoute active et concevoir un plan de soins en commun, pratiquer la prise de décision partagée. Bref, toutes les composantes de l'alliance thérapeutique. Alors, l'alliance thérapeutique, là, j'ai pas mis les refs, mais en général, c'est plutôt associé à des bons résultats. Enfin, dernière chose, nous, sur le mythe du thérapeute aux mains magiques qui peut réparer ou régler ce corps machine qui est en panne, c'est simplement considéré comme ça doit être simplement considéré comme un adjoint, un adjuvant aux exercices. Effectivement, c'est pas à pratiquer seul. Enfin, dernière chose, les facteurs pronostiques dans le cadre de la lombalgie. Alors, peu ou prou, j'ai pris la lombalgie parce que c'est le truc le plus étudié, parce que c'est le truc qui coûte le plus cher à la société. Et de fait, j'ai classé un peu ces facteurs en bio à gauche, psycho au centre et sociaux à droite. Alors, j'ai questionné Nicolas Naïdic tout à l'heure. Il m'a dit qu'il n'y avait pas excessivement d'erreurs dans le socio, donc ça va. Il avait prouvé ce diapo. Et de fait, alors moi l'idée c'est pas de comparer le nombre de facteurs, ce serait un peu stupide. C'est pas de comparer non plus les odds ratio parce que j'ai pas envie de vous assommer avec des chiffres. C'est juste de considérer qu'en fait les facteurs pronostiques d'ordre psychologique dans le cadre de la lombalgie, ça va être essentiellement comment le patient va faire face à sa pathologie. Est-ce qu'il va manifester de l'auto-efficacité ? C'est quoi l'auto-efficacité ? C'est la capacité à effectuer, à avoir confiance dans la capacité à réaliser des actes. C'est des stratégies de coping, c'est comment le patient va faire face, effectivement. C'est comment le patient va communiquer sa douleur. C'est comment le patient va se comporter avec la douleur. Et en fait, moi j'aime faire le parallèle avec ça, c'est comment le patient va affronter l'événement lombalgie. Et si vous voulez, ce qui est vachement intéressant, c'est un petit peu comme en psychiatrie quand vous avez un patient qui perd un proche, enfin quelqu'un qui n'est pas encore patient, qui perd un proche.
Ce qui se passe, c'est que on a des gens qui ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, qui vont faire une dépression transitoire. Ça va durer 6 mois, 1 an, un peu de déprime et qui vont naturellement se remettre. Mais il y a des patients que ça va complètement désorganiser et qui vont entamer une vraie dépression, qui n'avaient pas de mots, qui n'avaient pas de dépression auparavant, qui n'avaient pas de troubles anxieux, pas de troubles dépressifs, mais qui vont potentiellement développer des addictions ou une vraie dépression et qui vont devoir être traités pour ça. Donc, tout ça pour dire effectivement que le caractère pronostic, effectivement, il va être affecté vraiment par le volet psychologique et de prendre en compte l'histoire du patient, sa subjectivité, tout son vécu, ce qui l'amène en consultation, ça va être primordial pour définir s'il y a des freins au traitement et ce qu'on va pouvoir éventuellement modifier. Parce qu'on peut modifier les représentations du patient, on peut modifier ses comportements, mais pour ça, il faut quand même quelque chose. C'est à minima leur parler à nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Le Mouton pour ce témoignage éloquent. J'appelle à la barre le docteur Nicolas Najdic. Veuillez l'applaudir. Donc le docteur Najdic est docteur en sociologie. Docteur, vous êtes notre expert concernant la partie sociologique du modèle. Merci de votre contribution. J'espère qu'il n'y avait pas besoin de vous demander de m'applaudir pour m'applaudir, mais voilà. Ah non, c'était pas du tout bon. Ok, c'est un format pas très habituel et la difficulté pour moi, c'est que là maintenant, je suis à la fois expert et puis je suis aussi le témoin d'injustice sociale qui me touche et que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. La première chose, et j'ai pris des notes en vous écoutant tout à l'heure, je n'y avais pas pensé, mais on parle du modèle biopsychosocial qui est fait par qui? Par un psychiatre, un médecin et un psychologue. Déjà, la dimension sociale, c'était compliqué pour elle de s'imposer. La dimension sociale, je voudrais vous exprimer sur un case report, plutôt du côté de la diabétologie, pour vous montrer à quel point est-ce que ces facteurs ils peuvent être prédominants à l'échelle d'un individu. C'est un patient que j'ai rencontré quand je travaillais sur le diabète, sur l'impact de la maladie rénale chronique associée au diabète. Et c'est un patient qui, pour moi, a toutes les caractéristiques sociales qui vont mener sa pathologie à une évolution négative. Un patient qui dit qu'il ne prenait pas ses médicaments parce qu'il lui donnait la courante. On ne l'avait pas informé que la metformine, le principal médicament donné dans le diabète de type 2, avait pour effet secondaire des inconforts digestifs. Un patient qui montait son activité et qui disait qu'il ne consultait jamais de professionnels de santé. Un patient qui n'avait pas compris que le diabète était associé au sucre et qui n'avait pas compris que lorsqu'il buvait du sirop, il buvait en réalité du sucre et s'aggravait. Un patient qui avait des signes avant-coureurs, un patient qui a perdu ses dents, un patient qui n'est pas allé consulter alors même que ces signes, chacun d'entre vous serait allé directement voir un médecin. Un patient qui a été pris en charge 5 ans après sa première glycémie. Il en faut 2 pour être diagnostiqué. Ce patient, pendant 5 ans, il n'a pas été diagnostiqué. Il a été pris en charge en urgence, il avait fait une hyperglycémie sévère, il avait une rétinopathie, il avait de l'artérite, il avait un pied diabétique, il avait une néphropathie. Là, vous vous dites, ce patient, il est pris en charge. Et ce patient, il continue à ne pas consulter, il continue à être éloigné du système de santé. Ce patient, on lui fait un petit peu de laser pour sa rétinopathie, on lui pose des stents, parce que quand même, pour le cœur, il faut que ça aille un peu mieux, mais il ne va pas plus consulter. Et encore 5 ans plus tard, il est réhospitalisé à la suite d'un évanouissement dans sa toilette. Il ne voulait pas aller consulter au début. Il a fallu qu'il se réévanouisse le lendemain. Ce patient, aujourd'hui, il est amputé des 2 jambes. Ce patient, aujourd'hui, il est dialysé. Ce patient, aujourd'hui, il espère un jour avoir une greffe cardiaque. Ce patient, aujourd'hui, il n'est pas une greffe rénale. Ce patient, aujourd'hui, il n'est pas éligible à la greffe rénale et personne ne lui a dit parce que ce patient fait partie des plus défavorisés. Et c'est ce système-là, cette version sociale, qui n'est pas prise en compte dans le système d'aujourd'hui. Les déterminants sociaux de la santé, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des facteurs qui sont si peu pris en considération. Aujourd'hui, on en vient presque à considérer que la différence d'espérance de vie entre les Suisses et les Angolais est associée à des facteurs biologiques. Mais c'est inadmissible de penser que des petits Suisses puissent avoir une meilleure constitution que les Angolais sans prendre en compte l'ensemble des facteurs environnementaux, culturels, sociétaux qui vont avoir une influence sur les facteurs de chacun. Les facteurs sociaux ont été montrés dans la littérature comme ayant un effet significatif et important sur la plupart des maladies chroniques.
plusieurs formes de cancer, et notamment dans le champ qui vous intéresse aujourd'hui, la lombalgie. Dans les facteurs sociaux, un qui me tient particulièrement à cœur, le gradient social de santé, la différence d'espérance de vie. Alors je vous passe ces détails parce que là je me suis inspiré par ma plaidoirie, c'est le petit off à côté, enfin par mon témoignage plutôt. Ces facteurs sociaux conduisent aujourd'hui les catégories sociales populaires, qui représentent la majorité de la population, à avoir une différence d'espérance de vie de 6 ans par rapport aux catégories sociales supérieures. Le capital économique, les inégalités sociales, les inégalités économiques ne sont pas prises en considération. On considère que tout le monde peut payer pour aller en libéral. Quand nous avons notre ancien ministre de la Santé qui passe de neurologue pour devenir chirurgien esthétique, quand on voit que la principale spécialité choisie par les médecins n'est pas celle du soin, de la psychiatrie ou tout ça, mais que c'est plutôt celle de la chirurgie esthétique, il faut se poser des questions sur la prise en considération dans le modèle des facteurs sociaux. La plupart des professionnels de santé, non, certains professionnels de santé, ne font pas du tout ce métier pour soigner ou sauver les gens, comme on a voulu nous le faire croire dans Grey's Anatomy. Ils font ce métier pour se faire du pognon. Ils oublient totalement la dimension économique, jusqu'à laisser sur le bas-côté les patients les plus désavantagés. Le capital social, l'entourage du patient, il n'est jamais pris en considération. Quel médecin, quel chirurgien se soucie de l'accompagnement que pourra avoir son patient une fois qu'il rentrera à son domicile? Qui organise le retour à domicile? Qui organise le ménage? Qui permet au patient d'avoir ses courses chez lui? Qui s'inquiète de savoir qui ira lui chercher ses médicaments à la pharmacie? Pas les médecins. Mon voisin kinésithérapeute, mais je pense qu'ils ne sont pas très nombreux à prendre en compte ces facteurs sociaux-là. La capacité de compréhension d'une consultation, ce qu'on appelle la littératie en santé, qui la prend en considération? J'en parle, mais quand on qualifie les patients des milieux populaires comme étant des patients pas très cortiqués, mais quel mépris pour la dimension sociale et de les renvoyer ainsi à la dimension psychologique. Hop, je passe beaucoup de choses. Et finalement, c'est un système qui accumule les inégalités et qui va conduire à finalement une popularisation, dans le sens de paupérisation de la lombalgie. C'est un article que nous avons publié avec le laboratoire Prismatic, et que je trouve assez intéressant. Mais la probabilité d'avoir une lombalgie aiguë est plus importante chez les personnes les plus démunies, parce qu'elles sont plus exposées à des facteurs, notamment de contraintes professionnelles, de difficultés d'accès aux soins. C'est aussi ces mêmes personnes qui ont le plus de chances d'avoir une maladie qui va se chroniciser, parce qu'elles ne vont pas être en mesure d'avoir une observance thérapeutique, notamment d'aller pouvoir aussi consulter le masseur kinésithérapeute ou de réaliser l'exercice à domicile. Ce sont ces personnes-là qui ont une plus grande chance de se chroniciser. Ce sont aussi ces personnes qui sont les plus vulnérables lorsque face à un chirurgien qui leur propose une intervention qui leur sauvera la vie, qui leur permettra de reprendre le travail. Chirurgien qui sait très bien que plus il fera de patients dans sa journée, mieux ça ira. Ce sont ces personnes-là qui vont se faire opérer. Et ce sont aussi ces personnes-là qui auront des facteurs pronostiques opératoires qui seront moins bons que les autres et qui vont tomber sur les lomboradiculagies post-opératoires, donc les lombalgies chroniques réfractaires à tout traitement thérapeutique. Aujourd'hui, la dimension sociale, et ça c'est une découverte que j'ai faite hier et que je voulais vous partager, elle existe en réalité dans les nomenclatures médicales. Alors il existe un haut conseil des nomenclatures, c'est incroyable comme dimension, super les allocations de l'État. Est-ce que vous êtes capable de deviner dans cette nomenclature des actes médicaux où pourrait se trouver la dimension sociale? Là, vous voyez juste finalement une segmentation administrative du corps du patient. La présentation qui nous a été faite de la prise en charge tout à l'heure des patients, c'est exactement la même qu'ont nos administrateurs. Incroyable. La dimension sociale se retrouve dans le système nerveux central, périphérique et autonome, au 1.1, acte diagnostique sur le système nerveux. Waouh! La dimension sociale est donc associée au système nerveux central. Incroyable pour quelque chose qui est justement en dehors du corps. Mais c'est encore pire que ça. En réalité, à quoi est associée la dimension sociale? Et là, j'ai besoin de lire et je me décale. Test d'évaluation et catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux. Les désavantages sociaux sont donc des incapacités et des déficiences. Fantastique. Vous remarquerez que c'est l'un des seuls actes avec la qualité de vie qui n'est pas remboursé. Dans ces conditions-là, comment peut-on dire qu'il y a une incitation et qu'il y a une volonté de l'administration pour que la dimension sociale soit prise en charge? Et comme le dirait l'ami qui m'a fait découvrir cette
fourberie, moi, c'est injustice, c'est un truc dégueulasse, quoi. C'est quand même dommage qu'à 12 centimes près, ça aurait pu être une cotation beaucoup plus rigolote, mais je vous laisse faire le lien. Autre élément que j'aimerais porter à votre connaissance aujourd'hui, c'est la prise en charge sociale dans les structures douleurs, un sujet qui m'a particulièrement intéressé. On nous en parle du modèle biopsychosocial avec les médecins qui vont soigner le corps, avec leur thérapeutique, les psychologues, psychiatres, psychanalystes, ils sont nombreux aujourd'hui, et les travailleurs sociaux que généralement on oublie. Est-ce que vous avez une idée de la représentation de ces travailleurs sociaux dans les structures douleurs, alors qu'en douleur en particulier, on insiste sur la dimension sociale. Je n'ose même pas imaginer les autres pathologies. En moyenne, vous avez presque 3 équivalents temps plein de professionnels de santé, presque 1,6 équivalents temps plein de psychologues, psychiatres, psychanalystes, lorsque les travailleurs sociaux représentent seulement 0,16 équivalents temps plein. Dans une population majoritairement constituée de catégories socio-professionnelles, dans une population, et nous l'avons montré, dans laquelle 80% des personnes en âge de travailler sont inactives, dans laquelle le revenu médian est de 900 €, il n'y a pas de travailleurs sociaux. Il n'y a rien qui est fait pour leur faciliter la reprise d'activité, pour leur permettre d'avoir un complément de salaire. Et on ose croire qu'on est capable d'aider ces personnes-là. C'était ma conclusion, le S et la S, parce que je trouvais ça rigolo de faire un jeu de mots. Mais j'aimerais... Attendez, parce que c'est pas tout à fait ça. J'ai repensé à 2 autres choses. Même, il y en aurait une infinité de plus, mais incroyable. Qui fait les cours de sciences sociales en médecine ? Des docteurs. Ah oui, mais en médecine. Ah, ça va super, c'est une très belle approche de la sociologie. Les confusions en école de kiné. On fait des cours de méthodologie qualitative. Le qualitatif est donc uniquement de la science humaine et sociale. Il y a un amalgame total et complet qui est fait sur la dimension sociale. Et donc là, effectivement, en conclusion, et j'aurais pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, le S, c'est vraiment la S. Merci Dr Naïdic pour votre éclairage. J'appelle à la barre Jean-Philippe Deneville, docteur Jean-Philippe Deneville. Docteur Jean-Philippe Deneville est kiné et docteur en biomécanique. Docteur Deneville, nous vous écouterons avec intérêt quant à votre témoignage sur la partie réservée aux biologiques dans le BPS. Hop là. Bonjour à tous, merci à l'Assemblée de m'écouter, Monsieur le Président et Mesdames les jurés. Donc moi je vais vous parler de la dimension bio du modèle biopsychosocial. Donc quand on reprend un petit peu les articles originaux qui ont été écrits par Engel, dont nous avons eu la chance d'avoir le témoignage tout à l'heure, ce dont à quoi se référait Engel était vraiment un côté biologie et biochimie, quelque chose qui, pour nous kinésithérapeutes, nous avons quelques aspects dans nos soins qui pourraient se rapporter à ça, mais nous voyons souvent le bio un peu plus sur un versant biomécanique et physiologique. Donc, on peut se poser la question, réellement, nous, dans le métier qu'on a, où on doit accompagner des gens dans le handicap, dans les insertions sociales, etc., on peut se poser la question de la place du biologique là-dedans et est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à plutôt se centrer sur des approches comportementales ou une meilleure compréhension de la psychologie. En fait, j'ai choisi 2 gros exemples sur lesquels, en fait, une meilleure compréhension de la biologie et de la pathophysiologie qu'il y avait derrière ces pathologies nous a permis de vraiment optimiser les soins et de les rendre bien meilleurs. Le premier, c'est le sujet des tendinopathies. Et donc, on va refaire un petit point historique rapide sur les tendinopathies. Et on peut voir que dans les années 70-80, on pensait que les tendinopathies étaient en fait des inflammations du tendon et c'était des tendinites. Ces patients-là, on les laissait au repos, on mettait des anti-inflammatoires, ça marchait pas très très bien et on n'avait pas de très très bons résultats. Puis en 86, donc, nous avons eu une première grosse publication majeure dans le domaine des tendinopathies, c'est la publication de William Stanish. Donc vous avez tous entendu parler de ce médecin canadien qui en fait a proposé pour la première fois des traitements beaucoup plus actifs sur les tendinopathies. Et grosso modo, lui, dans son idée, en fait, il pensait que les tendons étaient trop courts et il voulait les allonger avec du travail en excentrique et des étirements. Il a eu un peu plus de résultats, donc on a commencé à se rendre compte que oui,
quand on commence à tirer un peu sur les tendons, on est un peu plus efficace. Puis sont arrivées les années 2000, où notamment un médecin suédois qui s'appelait Håkan Alfredsson a fait des recherches sur la pathophysiologie des tendinopathies. Il s'est rendu compte que dans les tendons, on avait une néovascularisation qui apparaissait dans les tendons pathologiques et non pas dans les tendons sains. Donc, à nouveau, cette compréhension un peu plus fine lui a permis d'aller vers un modèle où il suspectait un problème d'échec de cicatrisation. Donc, on n'était pas dans une logique de tirer sur le tendon, mais plutôt, il y a quelque chose qui cicatrise pas très bien, il va falloir qu'on essaye de l'aider à cicatriser par le biais de contraintes mécaniques. Et maintenant, dans les dernières recherches qui ont pu être faites sur le tendon, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'échec de cicatrisation, mais plutôt une réponse cellulaire qui était inadaptée, avec une redifférenciation de nos ténocytes en chondrocytes et avec toute une cascade de réactions qui faisait que le tendon ne fonctionnait pas bien. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette différenciation, elle avait lieu par des contraintes mécaniques. Et donc, dans la manière de construire nos exercices, comprendre ce mécanisme pathophysiologique nous a permis d'adapter nos traitements et de nous rendre compte que pour les tendinopathies, il va falloir qu'on fasse des exercices avec deux grands paramètres, le temps sous tension et l'intensité des exercices, ce qui va nous permettre de traiter de manière bien plus efficace ces patients. Et c'est toute cette compréhension biologique, tout cet enchaînement qui nous a permis d'arriver à avoir des traitements bien plus optimisés dans ce cas de figure. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple des neuropathies, radiculopathies, névralgie ou douleurs radiculaires. Tout ce qui a trait aux pathologies du nerf périphérique qu'on peut avoir, nous, en musculo-squelettique, qui est essentiellement lié à des conflits, soit par une hernie discale, soit par un ligament, enfin, avec des problèmes mécaniques. Et jusqu'à assez récemment, il y avait vraiment deux mondes qui s'opposaient. Il y avait tous ceux qui voyaient le problème du côté inflammatoire, et nous avions besoin de mettre des corticos dessus, et il y avait tous ceux qui voyaient le problème du côté mécanique, et il fallait faire des extensions aux patients, et quand ça marchait pas, une chirurgie. Et en fait, dernièrement, depuis une bonne dizaine d'années, nous avons plusieurs chercheurs, dont notamment Nina Schmidt, qui est une kiné, qui a travaillé de manière assez intense sur ces problématiques de neuropathie, en utilisant des approches biologiques pour essayer de bien mieux comprendre ce qui se passe lorsque nous avons des conflits mécaniques sur ces structures. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une cascade d'événements qui étaient déclenchés à la fois par un mécanisme mécanique qui va déclencher une ischémie, qui va à son tour déclencher une inflammation, qui va entraîner une dégénérescence du nerf, etc., etc. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'avec certaines interventions qu'on pouvait avoir en kinésithérapie, on pouvait répondre à certaines de ces problématiques. Et à nouveau, c'est la compréhension de la pathologie qui nous a amené à optimiser nos traitements derrière. Et pour le coup, je vais aller, pour terminer, sur un autre aspect, où là, pour le coup, il y a un aspect qui me tient un peu plus à cœur, mais pour le coup, il y a un peu moins de littérature, c'est les discopathies. Nous avons certains outils cliniques qui nous permettent d'identifier de manière assez précise et de manière très claire certaines discopathies. C'est la centralisation qui nous permet d'identifier certains problèmes de disque. Nous avons aussi de très très bonnes descriptions de ce qui se passe en termes de pathologie lorsque nous avons un problème mécanique, un problème anatomique sur un disque et toute la cascade qui va arriver derrière avec une diminution de la pression qui va perturber la réponse cellulaire et entraîner toute une dégradation de notre disque. Et à nouveau, cette compréhension de la pathophysiologie, à l'heure actuelle, il manque le lien vers comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter vers des exercices. Et ça pourrait être une piste future, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas quelque chose qui serait utile au vu de ce qui a pu être proposé pour les tendinopathies et les neuropathies. J'aimerais aussi attirer votre attention sur ce que n'est pas le bio. Parce que le bio, il a bon dos quand même. Hein. On le fustige de manière assez régulière en disant oui, j'ai vu un patient, le médecin lui a sorti qu'il avait aucune vertèbre à sa place, etc., etc. Oui, mais ça, c'est pas du bio. Ça, c'est juste d'un travail de merde. Excusez-moi de dire le mot. Ce n'est pas parce que nous avons un médecin ou n'importe quel professionnel de santé d'ailleurs, ce n'est pas l'apanage des médecins, qui se comporte comme un sinistre connard avec un patient. Ce n'est pas un problème de modèle, c'est un problème de personne. Et vouloir opérer un patient quand nous avons une légère discopathie parce qu'il faut payer la Porsche, ce n'est pas faire du bio, c'est juste faire un travail de mauvaise qualité.
Comme avoir un radiologue qui annonce à un patient qu'il n'a aucune vertèbre à sa place, un dos d'une personne de 90 ans et qui risque de devenir handicapé dans l'année, ce n'est pas un problème de modèle, c'est un problème de personne. Et on ne peut pas blâmer le modèle pour ça. Merci pour votre attention. Et... Très bien. Tous les témoins ont été entendus. Je les remercie à tous. C'est maintenant le procureur qui va venir nous faire sa plaidoirie. C'est Maître Deneville. Je vous prie de l'applaudir. Tu veux que Martin il fasse défiler les pièces à conviction? Ouais. Ouais. Ok. Tu t'occupes des pièces à conviction quand il les demande. C'est quoi les pièces à conviction? Bon, tu sais, faut que tu fasses juste. Faut que Honorable Assemblée, Mesdames les jurys, Monsieur le Président, je me tiens devant vous non pas pour dénigrer la quête de connaissances, mais pour questionner une notion sacralisée au sein de notre profession, le modèle biopsychosocial. Révolutionnaire en son temps, cette notion est aujourd'hui, il faut le reconnaître, une idole au pied d'argile. Une utopie de pratique à laquelle tous les praticiens espèrent aspirer, mais qui, comme toutes les utopies, reste merveilleuse sur le papier et galvaudée dans son application, la rendant au mieux inutile et dans de nombreux cas problématique. J'en veux pour preuve ma première pièce à conviction, la mode derrière le modèle. Comme l'a très bien dit tout à l'heure notre président, le modèle biopsychosocial agit comme un mantra, une incantation magique qu'il nous faudrait énoncer pour nous attirer les bonnes grâces de la communauté académique et professionnelle. Nos étudiants nous clament fièrement lors de leurs études, lors de leurs évaluations pratiques ou orales, qu'ils évaluent bien évidemment les signes biopsychosociaux chez leurs patients. On peut retrouver cette notion de signe biopsychosocial également dans des écrits académiques et dans des présentations lors de conférences. Mais je vous questionne, très chère Assemblée, qu'est-ce qu'un signe biopsychosocial ? Je sais que le maître Demont va vaguement essayer de se dépatouiller avec cette notion à travers de sinistres définitions lors de son plaidoyer, mais pour ma part, je pense qu'il est temps de lever le voile sur son utilisation bien trop souvent légère et superficielle. Ce modèle est cité sans être compris et encore moins mis en application. À ceci s'ajoute ma deuxième pièce à conviction, la genèse du modèle. Lorsqu'il l'a théorisé en 1977, George Engel, qui nous a fait l'honneur d'une apparition fugace tout à l'heure, ce brave homme partait d'une bonne intention. Il souhaitait intégrer l'humain dans sa complexité pour une meilleure prise en charge dans le soin. Il souhaitait transcender les cloisonnements disciplinaires auxquels nous faisons face tous les jours. Cependant, lors de la création de ce modèle, il a biaisé les données, il a biaisé les informations en mettant l'accent sur le versant psychologique. Cet aspect a été très bien décrit par le témoin Dr Nicolas Najditch. Un psychiatre, forcément, il va mettre l'accent sur la psychologie, sachant que lors de la rédaction du papier initial, il y avait un débat très prégnant dans le monde médical sur la place de la psychiatrie dans la médecine. Cette inclinaison pour la dimension psychologique ne s'est pas seulement maintenue dans le temps, elle s'est exagérée. Dans notre métier de kinésithérapie, où la biomécanique et la physiologie ont une place essentielle dans le choix de nos thérapeutiques, le bio est bien souvent relayé à une vague toile de fond sur laquelle nous greffons les signes psychologiques. Cette distorsion s'est non seulement accentuée dans le temps, mais maintenant elle occulte des notions cruciales de notre profession. Et le social, me diriez-vous? Le social est le parent pauvre de ce modèle. Il est cité par obligation plus que par conviction. Il est relayé à quelques phrases éparses lors de considérations périphériques. Et ce n'est pas à nouveau le brave docteur Nicolas Najditch qui pourra venir me contredire sur le sujet. Ce déséquilibre fondamental nuit à notre capacité à prendre le patient en charge de manière pleine et holistique. À ceci, je vais ajouter une troisième pièce à conviction. Les enseignements tirés de l'histoire de la médecine. Cette dernière est jalonnée de révisions majeures.
de moments où la lumière de la science est venue éclaircir l'ombre des préjugés. Prenons l'exemple de l'autisme, décrit pour la première fois en 1943. Dans les années 50 et jusqu'à encore maintenant, une théorie psychologique impute cette condition aux mères des enfants qui, écoutez-moi bien, qualifient les femmes de femmes réfrigérateurs. Oui, vous avez bien entendu, un terme on ne peut plus odieux et erroné, puisque la recherche actuelle semble pointer une origine très biologique à ce syndrome, une combinaison de facteurs auto-humains et génétiques, bien éloigné de tout blâme maternel et de considérations psychologiques farfelues. Nous pouvons continuer avec l'hystérie, décrite au XIXe siècle comme l'apanage des femmes et des hommes efféminés, alors qu'à l'époque, nous avions déjà des physiologistes de renom, dont Jean-Martin Charcot, qui émettaient des doutes quant à cette origine psychologique et pointaient plutôt une origine neurologique. Il est révélateur, je trouve, de voir à quel point nos grands humanistes, ces amoureux des sciences humaines qui s'opposent à la biologie, font des théories qui retombent systématiquement sur les femmes et les minorités sexuelles. Heureusement que les biologistes sont là pour rappeler l'unité de l'être humain et remettre de l'ordre dans tout ça. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Pour la petite info, l'OMS a enlevé l'hystérie de sa classification des maladies, révélant à quel point c'était une théorie à nouveau fumeuse. Nous pouvons continuer avec l'ulcère de l'estomac, qui est bien souvent imputé au stress et à une hygiène de vie déplorable. Il s'avère que pour bien des patients, il s'agit tout simplement d'une infection bactérienne à l'Helicobacter pylori. Et cette découverte a valu le prix Nobel à ces deux découvreurs. Cet exemple montre à quel point il est important de douter des explications purement psychologiques et sociales. Et ces trois exemples, comme la multitude d'exemples que l'on peut retrouver dans l'histoire de la médecine, nous montrent à quel point il est important de questionner nos cadres théoriques, dont fait partie le modèle biopsychosocial, pour ne pas répéter les erreurs du passé et garantir à nos patients la meilleure qualité de soins possible. Si ceci ne suffit pas, je vais rajouter une quatrième pièce à conviction. Il est important de garder un regard lucide sur notre système de santé. Est-ce que l'intégration du modèle biopsychosocial dans notre pratique quotidienne est une ambition réaliste ou un simple vœu pieux? En réalité, notre système de soins fait face à de nombreux défis. Nous avons les contraintes temporelles, les restrictions budgétaires, la segmentation des soins qui cloisonne plutôt que ne relie les praticiens. Tout ceci fait que nous avons un système de soins qui est plutôt inefficient. Examinons d'un peu plus près les secteurs de la santé mentale et des travailleurs sociaux. Ces deux secteurs sont capitaux pour avoir un modèle biopsychosocial efficace. Et il faut le reconnaître, ces deux secteurs sont en crise. Ils sont en lutte perpétuelle pour maintenir les ressources nécessaires pour leur fonctionnement. Les psychologues et les travailleurs du social sont submergés. Leur emploi du temps déborde, limitant ainsi leur capacité à proposer des approches individualisées à leurs patients. Comment, dans ce contexte, pouvons-nous prétendre avoir une approche holistique avec nos patients? Avons-nous les moyens de nos prétentions? Avons-nous les organisations, les infrastructures et les ressources nécessaires pour permettre un vrai modèle biopsychosocial, ou sommes-nous en train de nous bercer d'une douce illusion? Il est important de reconnaître que sans un investissement majeur dans tous les secteurs de notre système de santé, ce modèle biopsychosocial ne restera qu'une utopie. Il est important aussi de se demander si nous sommes prêts à faire les investissements nécessaires pour permettre à ce modèle de devenir quelque chose qui soit une réalité tangible et non plus cette utopie futile. Pour terminer, j'aimerais vous parler, pour terminer dans ma 5e pièce à conviction, je vais vous parler d'une patiente que j'ai eue cette semaine. Cette dame vit avec une lombalgie récurrente depuis une quinzaine d'années. Il y a 5 ans, ses symptômes ont changé. Un fond chronique s'est installé entre les épisodes, et les épisodes sont devenus de plus en plus fréquents.
Elle a été suivie par 2 kinés pendant plus d'1 an avec un traitement conservateur très bien mené, qui malheureusement n'a pas eu l'effet escompté. Elle garde un haut niveau d'incapacité et une qualité de vie sérieusement dégradée. Elle présente tous les signes cliniques, mais également un IRM d'une discopathie inflammatoire de type modique. Cette patiente me rapporte que lors d'une consultation dans un centre de traitement de la douleur, un médecin réduit sa souffrance à une origine émotionnelle. Face à la souffrance de cette patiente et à son désarroi, le médecin interprète les larmes de la patiente comme étant une confirmation de sa théorie. Et ce cas de figure n'est pas simplement un problème de relation. Il illustre parfaitement les dérives dont sont responsables ce modèle biopsychosocial. En conclusion, je vous inviterai, mesdames les jurys, à questionner. Nous vous écoutons. L'argumentation n'avance pas. Objection rejetée, maître de veuillez continuer, maître de mesdames les jurys, à questionner votre allégeance à ce modèle, à sortir de votre zone de confort et à essayer de continuer cette quête de la vérité pour le bien-être de tous nos patients. Merci. La parole est à maître Anthony Demont, kiné et docteur en santé publique. Vous avez la parole, maître. Les jurys sont à vous. Votre honneur, mesdames les jurés, mesdames, messieurs de l'audience, je tiens tout d'abord à questionner initialement le choix de monsieur le juge de prendre pour témoin et à la fois procureur maître de Neuville, mais pour autant, j'ai considéré au final que monsieur le juge était plutôt en ma faveur, puisqu'il ne s'est pas levé quand maître de Neuville a été à la barre, alors qu'il s'est levé pour tous les autres experts. Et qu'en plus, il me positionne en dernière position pour pouvoir vous présenter mon plaidoyer, de telle manière à clore ce débat sur le modèle biopsychosocial. Et j'irai même plus loin sur le modèle biologique, psychocognitif et socio-culturel. Je vous propose donc plusieurs pièces à conviction qui vont argumenter et étayer la pertinence de l'utilisation du modèle biopsychosocial, en le détaillant comme j'évoquais tout à l'heure. Première pièce à conviction, et je remercie maître de Neuville d'avoir utilisé l'exemple de l'ulcère gastrique, et comme à son habitude, mauvaise foi, toujours. Vous lui en avez mis aussi, alors objection rejetée. Je vais me permettre de poursuivre l'histoire, puisqu'il a omis plusieurs détails de l'histoire, en s'arrêtant évidemment à ces années 70, 83, en évoquant au début l'histoire du stress, cette relation causale avec l'apparition de l'ulcère gastrique, puis de l'Helicobacter pylori, et qu'évidemment, comme il l'a évoqué, il y a eu une très forte volonté de recherche de la part des médecins de systématiquement identifier la présence d'un Helicobacter pylori chez les personnes qui seraient susceptibles de développer un ulcère gastrique. Mais, étonnamment, il a oublié une autre information qui est venue ultérieurement et dans les 20 dernières années, que si nous regardons l'ensemble de la population adulte française, 20 à 50% des adultes sont infectés de l'Helicobacter pylori, et seulement 10 à 20% d'entre eux développeront un ulcère gastrique. C'est étonnant quand même. Hein, maître de Neuville? Ainsi, la recherche s'est poursuivie et nous avons aujourd'hui identifié au final plusieurs facteurs combinant à la fois la dimension biologique, la dimension psychocognitive et la dimension socioculturelle. Que ce soit l'Helicobacter pylori, pour faire plaisir à maître de Neuville, la dimension psychocognitive par rapport à l'exposition à des facteurs émotionnels qui peuvent participer à augmenter la probabilité de pouvoir développer cette pathologie, et enfin,
socio-culturelle du fait de l'identification de certains régimes alimentaires dans certaines cultures qui participeraient aussi au développement de cette pathologie. Pour cette deuxième pièce à conviction que je vous propose, qui fait la suite de l'exemple que Maître de Neuville nous a évoqué d'une de ses patientes, d'une de ses malheureuses patientes, qui malheureusement a été ramenée à son état psychologique pour expliquer l'apparition de sa lombalgie. Évidemment, comme vous le savez probablement tous, puisque Maître de Neuville est très connu, mais il a une tendance assez rapide au sophisme de généralisation hâtive. Et donc, il a une tendance à toujours tirer des généralisations à partir des cas particuliers. Et je l'invite aujourd'hui à se détourner de la rhétorique de notre grand Schopenhauer et de passer à des livres plus contemporains qui amènent une vision plus inclusive et plus empirique de l'individu. Je lui offrirai ces nouveaux livres pour Noël. Ainsi, pour faire cette relation évoquée entre la dimension biologique et la douleur perçue par le patient, par la patiente, puisqu'on va prendre l'exemple évoqué qui est donc la douleur, cette relation entre la recherche d'une cause organique, tissulaire, qui pourrait expliquer le ressenti ou la perception de la douleur par le patient. Au final, cette relation est aujourd'hui galvaudée entre deux aspects, la relation entre lésion tissulaire et douleur et la relation entre l'absence de lésion tissulaire et douleur. Et je vais me permettre cette petite fourberie, comme Maître de Neuville l'a fait tout à l'heure, en prenant un premier cas particulier qui est le mien. Quand j'étais jeune adolescent, et que je taillais la haie dans le jardin de mes parents, j'étais sur un escabeau pendant l'été, en t-shirt, en short, et le câble donc d'alimentation n'arrêtait pas de me gêner, donc je répétais ce mouvement incessant, jusqu'à ce que je me rende compte que je sectionne le câble avec le taille-haie. Et stressé, peur d'être engueulé par mon père, je cours dans la maison, et mon père, me voyant, regardant fixement mon genou, je vois du stress dans ses yeux, et au final, je voyais que je m'étais retiré presque 1 centimètre de peau sur ma rotule, mais je n'avais pas ressenti de douleur. Seulement au moment de l'application d'une compresse, pour essayer de désinfecter, j'ai commencé à ressentir une sensation douloureuse. J'invite ainsi donc toute notre assemblée et nos précieux jurés, fermez les yeux quelques secondes, et probablement avez-vous déjà vécu une expérience similaire d'un événement traumatique physique, mais durant lequel vous n'avez pas ressenti de sensation douloureuse à ce moment-là, et seulement ultérieurement. La dimension biologique doit donc être questionnée. Pourquoi la personne n'a pas ressenti de douleur à ce moment-là? Ainsi, je présenterai d'autres exemples, mais qui ont été davantage étudiés, avec des plus grosses cohortes de population dans la littérature, avec l'exemple de ce Thaïlandais, lors d'un festival à Phuket, qui vise à promouvoir le végétarisme, et qui, pour on va dire, chercher à se purifier, réalise des actes de perforation des joues avec, pour cet exemple, des aiguilles, mais ça pourrait être des sabres ou d'autres objets, et des études qualitatives et quantitatives qui ont cherché à chaque fois à évaluer la perception de ce que ces personnes ressentent, mais aussi de l'activité cérébrale durant ce geste, a mis en évidence que ces personnes ne ressentaient pas de douleur lors de réalisation de ce geste, et qu'en plus, l'activité cérébrale était nettement moindre comparativement à des personnes européennes qui cherchaient à juste, avec une aiguille, se piquer l'intérieur de la joue. Donc on comprend bien l'importance des facteurs socio-culturels dans le développement ou non de douleurs, et on pourrait même l'étendre aussi à la présence de pathologies. Ce dernier exemple, évidemment éminemment connu, de ce pauvre maçon qui a reçu un clou sur son pied, traversant sa chaussure, hurlant de douleur, tombant par terre, appelant les urgences, se retrouvant dans un service d'urgence hospitalier, on lui passe une radiographie, et en effet, surprise, le clou est passé entre 2 orteils, il n'y a aucune lésion tissulaire. Et pour autant, ce pauvre malheureux a vécu des douleurs horribles, donc on peut comprendre le poids que représentent les facteurs psychocognitifs, la représentation qu'a pu se faire cette personne par rapport à ses expériences antérieures, par rapport à ses connaissances dans l'apparition de symptômes. Et donc ceci doit faire comprendre que cette relation entre un facteur biologique unique et l'apparition de symptômes est totalement ubuesque aujourd'hui, et donc doit nous permettre non pas de se dire qu'il y a une égalité dans l'importance des facteurs biologiques, des facteurs psychocognitifs et des facteurs socioculturels dans l'apparition de symptômes ou d'une pathologie, mais d'une certaine pondération
en fonction de l'individu, mais aussi en fonction du contexte, qui peut ne pas être le même à un instant T et à un instant T plus 1. En troisième pièce à conviction, évidemment, je sais que Maître de Neuville est très attaché à l'imagerie médicale. C'est un petit peu son rêve. Tous les soirs avant de se coucher, il regarde une IRM pour se faire plaisir. Et Maître Demont, veuillez éviter les attaques personnelles envers le procureur, s'il vous plaît. autant pour moi. Je m'égare. L'avènement de l'imagerie médicale ces 50 dernières années a amené évidemment cette évolution technologique à vouloir rechercher de plus en plus précisément l'origine biologique. Ce serait tellement merveilleux de se dire, un patient qui souffre, on va lui faire passer une imagerie high-tech qui coûte des milliers d'euros pour lui permettre d'identifier quelle est la cause de son problème. Mais comme vous le savez, si c'était aussi simple de comprendre qu'un individu est influencé et transcendé au travers de l'ensemble de sa vie par de multiples facteurs, que ce soit évidemment des facteurs biologiques, faisons plaisir à Maître de Neuville avec les facteurs génétiques, mais aussi les facteurs psychocognitifs liés aux comportements adoptés, les comportements tout simplement préventifs, de se dire quel comportement je peux adopter pour éviter l'apparition d'une pathologie. L'alimentation, la gestion émotionnelle, etc. Mais aussi socioculturelle. Nous sommes tous empreints d'une culture particulière, de l'éducation que nous avons reçue de la part de nos parents, d'un style de vie particulier, qui vont donc nous amener des représentations différentes dans la manière dont nous pourrions être amenés à percevoir des symptômes, mais aussi, en allant plus loin, contribuer à générer malheureusement, comme l'évoquait notre expert, le docteur Nikola Naïdic, sur l'influence des inégalités sociales, qui est un déterminant majeur contribuant à l'augmentation du risque de développer certaines pathologies. Et en France, nous ne sommes pas exempts. Les femmes, les personnes à faible revenu et les personnes âgées sont les trois populations, pas à elles seules évidemment, mais trois populations que je vous donne en exemple, qui sont empreintes d'inégalités sociales, les amenant à avoir une probabilité plus élevée de développer certaines pathologies. Évidemment, liées à certaines discriminations, par exemple, que les femmes peuvent vivre, et même de notre part en tant que professionnels de santé, puisque de nombreux travaux ont montré que lorsqu'une femme exprime de la douleur, comparativement à un homme, elle est moins bien prise au sérieux par un professionnel de santé, que ce soit une femme ou un homme, comparativement au sexe masculin. Ainsi, en allant plus loin que cette pondération que j'évoquais tout à l'heure entre ces différentes dimensions, il est nécessaire de comprendre que le préalable à ces différentes dimensions est avant tout la compréhension de l'individu et des inégalités auxquelles il est confronté. Et pour aller enfoncer le clou dans ce domaine-là, un modèle que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, qui s'appelle un modèle Precede, qui vise à donner un cadre conceptuel pour proposer une intervention, qu'elle soit de prévention ou thérapeutique, pour être sûr qu'elle soit au plus proche possible personnalisée vis-à-vis des aspirations d'un individu, de ses représentations, de son contexte. Et comme vous le voyez, l'étape numéro 1 n'est pas, comme pourrait l'évoquer Maître de Neuville, les facteurs génétiques, les facteurs biologiques, la recherche d'un problème tissulaire, organique, mais bien l'intérêt de mener un bilan social pour comprendre la qualité de vie d'un individu. Et seulement dans un second temps, les autres dimensions doivent être explorées, puisque les inégalités sociales, mais aussi, en reprenant les termes utilisés par le docteur Nikola Naïdic, c'est-à-dire l'importance, du gradient social de santé, est un élément déterminant pour comprendre quelles sont les aspirations qui transcendent l'individu que nous avons en face de nous et qui peuvent l'amener, évidemment, à avoir été exposé davantage plutôt qu'une autre population à avoir développé cette pathologie et celle qui nous intéresse en termes de kiné pour de la rééducation. Je terminerai par une dernière pièce à conviction. Si je reprends, comme le disait Maître de Neuville, ce modèle simpliste, mais au final complexe, de se dire qu'est-ce qu'on met dans la dimension biologique, qu'est-ce qu'on met dans la dimension psychocognitive, et qu'est-ce qu'on met dans la dimension socioculturelle, c'est évidemment très flou, ça semble très peu applicable en pratique clinique, mais au final, si on le transpose à l'individu, cet individu est traversé par de nombreux facteurs qui rendent complexe la prise en charge, mais comme l'évoquait notre cher Dr Engel,
La médecine est complexe. La médecine implique de comprendre l'individu. La personnalisation de la prise en charge ne peut donc être liée qu'à la compréhension de toutes les caractéristiques individuelles de la personne que nous avons en face de nous. Ainsi, pour terminer, je serais évidemment d'avis à dire que le procès ne devrait pas porter sur la pertinence du modèle biopsychosocial, puisque maintenant nous sommes tous et toutes d'accord que le modèle biopsychosocial a un intérêt à être utilisé en pratique, à l'inverse de ce que pouvait dire Maître de Neuville. Mais pour autant, sommes-nous réellement aguerris? Je me permets une petite analogie. Si nous sommes sur cet océan complexe du modèle biopsychosocial, de la compréhension de l'individu, nous avons été armés durant notre formation à avoir des rames. Donc forcément, nous avançons moins vite que si nous avons des voiles pour nous permettre de traverser cet océan de complexité et qui, évidemment, comme vous le savez, si nous avançons seuls, nous avançons moins vite. Si nous avançons à plusieurs, avec donc plusieurs professionnels de santé, mais aussi des professions du médico-social, du social, pour nous permettre, au travers d'un parcours de soins, de nous organiser pour pouvoir mieux comprendre un patient qui est empreint d'individualité et de caractéristiques particulières. Je vous remercie. Merci Maître Demont. Eh bien, maintenant que nous avons juré, vous avez entendu les deux plaidoiries, il va vous falloir décider. Nous allons nous retirer. Je vais vous expliquer un peu les règles de cette délibération à part. Et pendant ce temps, je propose que vous preniez les intervenants peuvent prendre des questions. On va se retirer pendant 10 minutes, je pense. Après quoi, le jury viendra annoncer le verdict. Donc s'il y a quelques questions pendant les 10 minutes, vous avez l'opportunité de poser des questions à Maître de Neuville ou Maître Demont. Oui, même gueule. Hein? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Un petit bénévole. Allô? Ah. Je t'en donne 2. Merci. Tu peux répondre aux questions? Ah, ouais. Déjà, je voulais vous remercier parce que franchement, c'était super intéressant. Et moi, j'ai eu un peu plus l'impression d'assister à un procès de notre système de santé qui est un procès du modèle biopsychosocial. Je pense que c'était volontaire. Mais effectivement, moi, je me vois mal pour 16 € plus 40 centimes, prendre effectivement 1 heure pour chaque consultation, pour chaque patient, pour pouvoir essayer de mettre en place la totalité de ce qui serait nécessaire de mettre en place. Et en même temps, je me vois mal aussi mettre en place un dépassement pour la totalité des patients, dont les patients qui sont défavorisés, qui, du coup, au niveau social, on va avoir des conséquences sur le manque d'accès aux soins. Je suppose que vous en avez parlé entre vous et j'aimerais savoir quelle solution vous pourriez proposer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, nous en tant que kinés. On m'a passé le micro, donc je vais je vais essayer de répondre. J'essaie de faire une réponse en plusieurs niveaux. Est-ce que le niveau de rémunération actuel des kinésithérapeutes qui répondent à un besoin de santé est le bon? Clairement, je réponds non. Après, si je vais un tout petit peu plus loin, pour comprendre un peu comment fonctionne la caisse d'assurance maladie, on a à mettre en relation une démographie importante de professionnels avec une somme à dépenser. Et le parent pauvre de cette réflexion, c'est pour répondre à quoi?
Et du coup, la problématique qu'on peut identifier, c'est que certains professionnels répondent effectivement à des besoins de santé, mais que d'autres répondent à des demandes de patients. Et qu'en fait, il va falloir à un moment donné que collectivement, on se repose la question que on est des professionnels de santé, on est dans le code de la santé publique, alors il y a la problématique du coût des études, etc. Mais on a du coup un monopole sur un décret d'actes, et normalement cette situation privilégiée d'être remboursé, d'avoir un monopole, fait qu'on est censé répondre à des besoins de santé définis très clairement avec des priorités de santé publique, etc. Et pour plein de raisons, il y a beaucoup de patients quand même dans les cabinets qui sont pas là spécifiquement pour des besoins de santé qu'on pourrait identifier collectivement, mais qui sont là parce que pour certains c'est plus des demandes de patients ou on répond plus à une demande sociale aussi. Alors du coup, ça pose la question, est-ce qu'on doit répondre à une demande sociale? Est-ce que 16,13 € c'est bien pour répondre à une demande sociale, juste de passer voir quelqu'un qui a personne d'autre qui passe? Et c'est pas une réponse de Normand, hein. C'est juste que je pense que la problématique est que notre activité n'est plus cantonnée à une activité qui répond à un besoin de santé et qu'on répond à d'autres choses, qu'on a diversifié nos pratiques et on nous a encouragés à le faire. Sauf que du coup, maintenant, on se retrouve à rembourser des choses qui probablement ne devraient pas l'être puisque c'est de la demande, et à mal rembourser ce qui devrait l'être puisque c'est du besoin. Est-ce que ça a un lien avec le modèle biopsychosocial? Selon moi, oui, puisque le principe quand même du modèle biopsychosocial, ça a été dit, c'est l'individualisation et donc d'essayer de bien faire correspondre un besoin à un traitement. Et jusqu'à présent, ce qui faisait la catégorisation entre le besoin et la demande, c'était le fait qu'on ait un diagnostic médical et une prescription d'un médecin. Puisqu'en fait, pour l'assurance maladie, c'est ça qui distingue les deux. L'accès direct change un peu les choses. C'est à nous de déterminer si c'est une demande ou un besoin, si ça va être remboursé ou pas remboursé. Et voilà, c'est une réponse un peu à la con, mais vu que Jean-Philippe m'a donné le micro sans plus de précautions, je ne sais pas si ça répond pleinement ou si vous voulez reformuler une question. Non, mais je pense que, j'ai posé la question plus pour ouvrir le débat. Je suis pas sûre qu'on aura une réponse ce soir. Je pense qu'on n'aura pas de réponse tant qu'on n'aura pas de contact avec la CPAM et avec nos instances. Mais si les autres veulent répondre aussi, je suis curieuse des avis de tout le monde. Histoire que JP, tu te défiles pas une deuxième fois. Ouais. Moi, je trouve que c'est une question qui est assez compliquée parce qu'en fait, vous êtes pour la plupart sur une profession libérale, dont la rémunération est dépendante du nombre de patients que vous prenez. Et plus vous prenez de patients, plus vous avez d'argent. Donc en fait, plus vous allez avoir de gens, et donc moins vous allez les accompagner directement, plus vous allez avoir d'argent. La question qui est à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une juste valorisation économique? Et moi, je trouve que ça, c'est une vraie question, en fait. Quand je vois les médecins, notamment les médecins généralistes qui disent on n'est pas assez payé. Et je le rappelle et je le dis, mais les médecins généralistes font partie des 5% des Français les mieux payés. Ouais, si c'est 8 000 €, on est même encore au-dessus, quoi. Excusez-moi, c'est juste à côté. Mais quand vous êtes masseur kinésithérapeute, que vous avez une formation en bac+5 universitaire, si vous arrivez à plus de 4 000 € par mois, faut peut-être se poser aussi des questions, parce que là, vous faites partie des 7 ou 8% les mieux payés. À partir de là, c'est aussi quel sacrifice vous êtes prêt à faire, quel sacrifice économique pour accompagner au mieux vos patients. Et ça, je pense que c'est une vraie question dans un système libéral à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme argent et qu'est-ce qu'on veut comme accompagnement. C'est un premier niveau. Un deuxième niveau, il y a aussi la question à se poser, c'est parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais en fait, les patients, ils n'ont pas besoin à chaque fois d'avoir 1 heure pour un bilan. En fait, le bilan, il se fait notamment au début, il peut se faire sur le suivi, mais si vous adressez la situation sociale notamment, il y a des questionnaires qui existent, ça peut vous prendre 10 minutes. La capacité d'adressage, ça va vous prendre peut-être 10 minutes. Les discussions que vous allez avoir, ça pourra peut-être vous prendre 10 minutes, mais c'est pas à chaque consultation. Et après, moi, je trouve qu'il y a un aspect qui est extrêmement important, et je pense que ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, c'est que pour moi, les masseurs kinésithérapeutes et les professionnels de santé n'ont pas vocation, les professionnels de santé sur le versant bio et notamment les médecins, n'ont pas pour vocation à proposer une prise en charge psychologique ou une prise en charge sociale. Ils ont la vocation d'orienter les patients vers le professionnel le plus adéquat. Donc c'est pas forcément sur vous non plus que doit retomber cette charge-là et ce poids-là. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu la combinaison de ces deux facteurs qui pourront éventuellement vous permettre de décider quelle stratégie vous allez avoir.
truc, non? Ah oui. Ouais, bah, juste pour ajouter une dernière chose, pardon, c'est que ça va dans le sens en fait de ce qu'a dit Nicolas avant, mais moi pour mon expérience personnelle, en fait, j'ai 90% de mes patients c'est des maladies chroniques, et donc forcément c'est très coûteux en temps de prise en charge. Et l'investissement dans lequel je me suis dit et qui va dans le sens de ce qu'a dit Nicolas, c'est que le modèle biopsychosocial, il vise pas à être évalué dans son entièreté par un seul professionnel. Sinon, ce serait complètement délirant, on passerait des heures à essayer de comprendre, et en plus, on n'est même pas formé à ça, on n'a pas les outils. C'est plutôt être capable de dépister les indicateurs qui nous feraient évoquer qu'il peut y avoir un besoin sur le plan social, pour ensuite avoir construit un réseau de professionnels autour de nous, afin d'orienter cette personne vers une prise en charge qui pourrait l'aider. Et prise en charge, ça veut pas dire derrière qu'il y a forcément tout un tas de consultations. C'est juste demander l'avis d'un spécialiste du domaine pour que cette personne détermine si le besoin implique une réponse particulière. Et c'est aussi là tout le thème du congrès, de déterminer aujourd'hui, et c'est probablement là où je pense qu'on est mauvais du fait de notre formation, c'est qu'on n'est pas bien formé à aller créer un réseau de professionnels autour de nous pour améliorer la prise en charge des patients qui ont des facettes multiples pour lesquelles ils ont besoin de plusieurs professionnels qui interviennent autour d'eux. Et c'est là-dessus où il y a un investissement à faire qui est assez fort et qui est pas que des kinés, c'est de tous les professionnels de la santé, du médico-social, etc., quoi. Pardon, excuse-moi, je leur donne de mon temps là-dessus. Vous parlez bien, les gars, hein? J'ai le temps de poser une question encore ou pas? Ouais. Rapide. De toute façon, c'était juste pour savoir s'il y avait des ressources pour réorienter des patients justement vers des acteurs sociaux, parce que ça, je sais pas du tout où aller. Ah ouais, c'est super compliqué. Bah, je sais pas si t'es venu à ma présentation de cet après-midi, mais j'ai fait un tout petit algorithme. Ah bah mince, t'es pas venu, c'est dommage. Il y avait une ressource. Non, je plaisante. Non, j'ai fait un pas un algorithme, enfin une mini présentation des différents acteurs que tu pouvais mobiliser en fonction de la situation dans laquelle se trouve le patient. Mais de façon générale, hein, le social, c'est un métier à part entière. Donc les travailleurs sociaux et notamment les assistantes sociales, c'est vers eux qu'il faut les orienter. Assistantes sociales à l'hôpital, évidemment, il y en a peu et elles sont là pour faire gérer les patients des lits. Mais tu as aussi les assistantes sociales de la CARSAT, tu as les assistantes sociales de la MSA. Donc c'est plutôt vers ces personnes-là qu'il faut les orienter. Bien. Les jurés ont délibéré et ils vont vous annoncer le verdict. Je les invite à prendre la parole et elles auront quelques minutes pour expliquer aussi ce qu'elles ont décidé. S'il vous plaît, mesdames les jurés. Donc, après délibération, il a été décidé l'acquittement et l'abandon des poursuites envers le BPS. On déboute l'action en justice. Attends. Apparemment, Maître Neuilly veut faire appel. Bah, il y a des GEPA dans 2 ans, on peut recommencer. Voilà. Le BPS est innocenté pour la simple et bonne raison que la cause est noble, mais l'application est mauvaise. Donc on ne peut pas juger le BPS sur sa dysfonction, alors que la cause est noble et que c'est la mise en application qui est mauvaise, pas le concept. On n'est pas bon sur la mise en application, notamment sur le versant social, clairement déprouvé, faute de moyens, faute de formation. Sur le versant psycho, ça commence à s'améliorer un peu chez les kinésithérapeutes parce qu'on y est un peu plus sensible, mais on fait quand même encore beaucoup d'amalgames et on détrône des fois le bio au profit du psycho alors que l'un devrait alimenter l'autre et pas l'un à la place de l'autre. Et donc clairement on était assez d'accord là-dessus que en fait c'était la mise en application qui était pas bonne et pas du tout le modèle. Et puis en plus à défaut d'autres modèles à disposition, pour moi on va se contenter de celui-là, donc il est peut-être pas si mal que ça avant de le jeter. Donc voilà pour les explications. Est-ce que l'une d'entre vous veut rajouter quelque chose? Le verdict est rendu. Merci à tous pour votre présence.